Ma famille m'a maltraité lorsqu'elle a découvert que j'étais la fille de l'amant de ma mère, pas de nourriture, enfermée dans le sous-sol pendant des jours, mais rien ne vaut les années qu'ils ont passées en prison. J'ai 30 ans aujourd'hui. J'ai quitté la maison à 15 ans et, après toutes ces années, j'ai l'impression que mon passé est en train de me rattraper, et ça me terrifie. Je ne sais pas si je dramatise ou si je devrais faire plus pour me protéger. Mais il faut que je vous donne un peu de contexte pour que vous compreniez ce que j'ai vécu et ce que je vis aujourd'hui. Si je devais résumer, je dirais que mon enfance a été un enfer. Ma mère a eu une liaison, et je suis le fruit de cette relation. Mon père ne l'a découvert que lorsque j'avais 10 ans, et, à ce moment-là, c'est comme si un interrupteur s'était éteint chez lui. Un jour, il était strict mais distant, le lendemain, il me regardait comme si j'étais quelque chose de répugnant. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mon père a cessé de me parler, sauf pour me donner des ordres ou m'insulter. Ma mère, qui avait toujours été plus présente, a commencé à m'éviter. Mes frères et sœurs, avec qui je jouais avant, ne voulaient plus de moi près d'eux. Toute la maison avait changé, et j'avais l'impression de ne plus y être accepté. Puis je les ai entendus se disputer. Mon père était furieux, exigeant de savoir qui était mon père biologique. Ma mère pleurait, affirmant que ça n'avait pas d'importance, que j'étais toujours sa fille, mais mon père ne voyait pas les choses ainsi. Il a essayé de retrouver cet homme, mais n'y est jamais parvenu. Soit ma mère avait menti, soit l'homme avait quitté la ville, soit il ignorait tout simplement mon existence. Quoi qu'il en soit, mon père n'avait personne sur qui déverser sa colère, alors il a tourné contre moi. Je suis devenu le souffre-douleur de la famille. Au début, c'était subtil, des commentaires cruels sur le fait que je ne lui ressemblais pas du tout. Ma mère soupirait bruyamment chaque fois qu'elle me voyait. Mes frères et sœurs chuchotaient et riaient dans mon dos. Puis sont venues les punitions. Soudain, j'étais la seule à devoir faire toutes les corvées de la maison. Au début, je pensais que c'était juste pour me garder occupé, mais j'ai vite compris que c'était devenu mon rôle. Je faisais tout pendant que mes frères et sœurs ne levaient pas le petit doigt. Si je faisais la moindre erreur, mon père me frappait. Pas juste une gifle, des coups violents qui laissaient des bleus. Ma mère n'est jamais intervenue. Parfois, elle me disait même que je l'avais bien mérité. À 11 ans, mes frères et sœurs ont commencé à participer aux violences. Ils me harcelaient sans relâche, m'insultaient, me poussaient dès que mes parents avaient le dos tourné. Mes petits frères et sœurs, qui me collaient autrefois comme mon ombre, se sont mis à cracher à mes pieds et à m'appeler « erreur ». Mes aînés étaient encore pires. Ils me traitaient comme si j'étais inférieur à eux, me donnant des ordres comme à une domestique gratuite. Les choses se sont aggravées. À 12 ans, j'ai compris que la nourriture était un privilège, pas un droit. Si mon père était de mauvaise humeur, il m'interdisait simplement de manger. Parfois, ce n'était qu'un repas, d'autres fois, il pouvait s'écouler plusieurs jours avant qu'on ne me donne autre chose que des restes. Je n'avais pas le droit d'avoir une vie sociale, pas de soirée pyjama, pas de fête d'anniversaire, pas d'activités extrascolaires. Mon père disait que je ne faisais pas partie de la famille, alors pourquoi devrais-je me comporter comme si c'était le cas? La seule chose qu'on m'autorisait à faire, c'était d'aller à l'école, de faire mes devoirs et de rentrer directement à la maison pour faire mes corvées. Je n'avais même pas mes propres vêtements. Mes parents ne m'achetaient jamais rien de neuf. Je portais les pires affaires usées de mes frères et sœurs, déchirées ou tachées au point d'être irrécupérables. Quand elles n'étaient pas à ma taille, on me disait de m'en contenter. J'allais donc à l'école dans des vêtements trop grands et usés, tandis que mes frères et sœurs portaient des habits beaux et bien ajustés. C'était humiliant. Puis, à 13 ans, mon père a commencé à m'enfermer au sous-sol quand je me comportais mal. La première fois, ce n'était que quelques heures. La deuxième, toute la nuit. Puis c'est devenu tout un week-end. J'étais là, dans le noir complet, frigorifié, affamé, avec seulement une fine couverture sur le sol en béton. Si je pleurais, la punition empirait. Quand il me relâchait, je pensais à m'enfuir. Même à l'époque, j'y pensais constamment, mais je n'avais nulle part où aller. J'étais encore une enfant et j'avais peur de ce qui arriverait si on me retrouvait. Et puis est arrivé le jour qui a tout changé. J'avais 15 ans. C'était une journée normale, école, corvée, silence à table. Je faisais la vaisselle, fatigué et affamé, quand mes mains ont glissé et qu'un verre s'est brisé au sol. Je n'ai pas eu le temps de réagir avant que mon père ne m'attrape et ne me jette par terre. Ma mère s'est mise à hurler, et je savais exactement ce qui allait suivre. Mais cette fois, c'était différent, du moins dans ma réaction. Je ne me souviens plus de mes mots exacts, mais j'ai enfin dit ce que je gardais en moi depuis des années, quelque chose comme « ce n'est pas moi qui ai trompé ». Je n'avais jamais demandé à naître. C'était la faute de ma mère, pas la mienne. Dès que j'ai dit ça, un silence glacé est tombé. Puis ils ont explosé. Mon père m'a frappé en premier, puis ma mère, puis mes frères et sœurs. Ce n'était pas comme les punitions habituelles, ils ne cherchaient pas juste à me discipliner. Ils m'ont tous attaqué en même temps, coups de poing, coups de pied, tirage de cheveux, gifles. J'étais au sol, essayant de protéger ma tête, mais ils ne s'arrêtaient pas. Mes côtes, mon dos, mes bras, chaque partie de mon corps brûlait. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Et puis, d'une façon ou d'une autre, j'ai réussi à m'échapper. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si j'ai griffé, mordu ou frappé pour me libérer,
mais soudain, je courais. J'ai franchi la porte d'entrée, dévalé la rue, sans savoir où j'allais. Je pouvais les entendre crier derrière moi, mais je ne me suis pas arrêté, pas avant que mes voisins me voient et m'interpellent. Je devais ressembler à quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur, ensanglanté, couverte de bleu, boitant. Une femme a crié. Quelqu'un d'autre a hurlé. Et soudain, des gens se sont mis à courir vers moi. Puis les sirènes ont retenti. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça. J'avais tellement mal que j'ai perdu connaissance avant même qu'ils ne me mettent dans l'ambulance. Cette nuit-là a été la dernière fois que j'ai vu ma famille. Quand j'ai repris conscience, j'étais à l'hôpital. Tout mon corps me faisait souffrir, bleu, coupure, visage gonflé. Une infirmière était là quand j'ai ouvert les yeux, me parlant doucement, me demandant si j'avais besoin de quelque chose. J'étais stupéfaite, car je n'étais pas habituée à la gentillesse. Je ne savais presque pas comment réagir. C'est là que les services de protection de l'enfance sont intervenus. Des assistantes sociales et des policiers m'ont interrogé, ont pris des photos de mes blessures et ont examiné mon dossier médical. Je ne pense pas avoir vraiment compris ce qui se passait. Je restais là, à répondre à leurs questions, comme dans un brouillard. Mes parents ont été arrêtés. Mes frères et sœurs ont été retirés du foyer. Mon frère aîné, qui venait d'avoir 18 ans, a réussi à convaincre les autorités qu'il n'était pas impliqué. Il a évité la prison et obtenu la garde de mes autres frères et sœurs. Quant à moi, j'ai été placé en famille d'accueil. Je croyais avoir enfin une chance de m'en sortir, mais j'ai vite appris que la famille d'accueil n'est pas toujours le nouveau départ qu'on imagine. Ma première famille d'accueil n'était pas mauvaise. La mère, Margaret, une veuve d'une 50aine d'années, accueillait des enfants depuis des années. Elle n'était pas vraiment chaleureuse, mais elle n'était pas cruelle non plus. Elle me donnait mon propre espace, me laissait manger quand je voulais et ne s'attendait pas à ce que je mérite ma place. Margaret avait quelques autres enfants placés, et nous cohabitions simplement. Ce n'était pas parfait, je faisais encore des cauchemars et j'avais du mal à m'adapter à une vie normale, mais au moins, personne ne me frappait, personne ne me criait dessus juste parce que j'existais. Malheureusement, la santé de Margaret s'est dégradée. Elle avait des problèmes médicaux persistants et, quelques mois plus tard, elle a pris la difficile décision d'arrêter d'accueillir des enfants. Je comprenais, mais j'avais peur de partir. Même si je n'y avais pas passé beaucoup de temps, c'était l'endroit le plus sûr que j'avais jamais connu. Puis j'ai été placé dans une autre famille. La deuxième famille n'était pas violente, mais elle n'était pas idéale non plus. Les parents adoptifs, John et Lisa, étaient dans la trentaine avancée. Ils n'avaient pas d'enfants biologiques et semblaient convenables sur le papier, mais en réalité, ils ne voulaient pas vraiment être parents. Ils me nourrissaient, me donnaient une chambre, et c'était tout. Ils me parlaient à peine, sauf pour m'énoncer les règles. Pas de suivi, pas de conversation, aucun effort pour m'aider à m'adapter. J'étais juste là, comme un fantôme dans leur maison. Quelques mois plus tard, il est devenu évident qu'ils ne voulaient pas réellement d'enfants placés. Ils voulaient l'argent que rapporte l'accueil, mais n'avaient aucun intérêt à élever une adolescente traumatisée. Je les ai entendus parler un soir. Lisa disait qu'elle ne pensait pas qu'ils étaient faits pour ça, et John était d'accord, disant que c'était trop de travail. 2 semaines plus tard, ils ont dit au service de protection de l'enfance qu'ils n'étaient pas le bon foyer pour moi et ont demandé à ce que je sois retiré de chez eux. Alors, j'ai été déplacé à nouveau. Cette fois, j'ai été placé chez David et Yaron, un couple de la quarantaine avancée qui accueillait des enfants depuis plus de 10 ans. Ils avaient la réputation d'être stricts mais organisés. Les services sociaux les décrivaient comme un foyer responsable et adapté. C'était un mensonge. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai su que quelque chose n'allait pas. La maison était impeccable, presque comme si personne n'y vivait vraiment. Il y avait d'autres enfants placés, mais ils avaient tous l'air épuisés et méfiants. Puis sont venues les règles de la maison, la nourriture n'était pas gratuite, il fallait la mériter. Les vêtements n'étaient pas donnés, il fallait travailler pour les avoir. Les produits d'hygiène, pareil. Enfreignez les règles, et vous êtes punis. Et la première chose qu'ils ont faite, ils m'ont rasé la tête. Ils ont dit que c'était pour l'hygiène, que certains enfants arrivaient avec des poux ou des infections, et que c'était la politique de la maison. Mais je connaissais la vérité, c'était une question de contrôle. J'ai pleuré, et ils s'en fichaient. La première visite de contrôle des services sociaux a eu lieu au bout d'environ 3 mois. J'aurais dû dire la vérité, que j'avais faim, que j'étais épuisé et terrifié, que les parents d'accueil nous prêtaient à peine attention sauf pour aboyer des ordres, que nous étions en réalité une main-d'œuvre déguisée en famille d'accueil. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit à l'assistante sociale que j'aimais vivre là, que David et Yaron s'occupaient de moi, me nourrissaient bien, me montraient de l'affection et me soutenaient. Pourquoi ai-je menti? Parce que j'avais peur. J'avais déjà été déplacé 2 fois. Je ne savais pas où on m'enverrait après. Au moins ici, j'avais des amis. Je savais que c'était mauvais, mais j'avais de vrais amis ici, mes premiers vrais amis. Et j'avais peur que le prochain endroit soit encore pire. Alors j'ai souri, hoché la tête et convaincu l'assistante sociale que tout allait bien. Et ainsi, les services sociaux sont repartis. Je suis resté dans cette maison pendant presque 3 ans. Je savais que la seule façon d'en sortir était d'atteindre l'âge de la majorité, alors je me suis concentré entièrement sur l'école. Je travaillais quand je le pouvais,
économisais chaque dollar gagné et préparais le jour où je pourrais enfin partir. À mes 18 ans, j'avais un diplôme, un petit compte d'épargne et une promesse faite à moi-même, plus jamais personne ne me contrôlerait. Le jour de mon départ, j'ai dit au revoir à Sam, Milo et Rayleigh. Je leur ai promis de rester en contact, de les aider quand je le pourrais. Puis je suis parti et je ne me suis jamais retourné. Au début, c'était difficile. J'étais seul, fauché et constamment sur le qui-vive. Je travaillais à 2 emplois, dormais à peine et sursautais au moindre bruit fort. La thérapie m'a aidé, mais guérir ne se fait pas du jour au lendemain. Même des années plus tard, je faisais des cauchemars. Je sursautais quand quelqu'un bougeait trop vite. Les cicatrices que ma famille m'a laissées n'étaient pas seulement physiques, mais j'ai survécu. Puis, la semaine dernière, tout est revenu. Je rentrais du travail à pied quand j'ai remarqué quelqu'un qui me suivait. Au début, j'ai pensé que j'étais juste paranoïaque, mais ensuite je l'ai vu, un homme tenant son téléphone, en train de me prendre en photo. J'en ai eu la nausée. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste réagi. Je me suis retourné pour le confronter, mais au moment où j'ai bougé, il s'est mis à courir. J'ai essayé de le poursuivre, mais il a disparu dans la foule avant que je puisse l'atteindre. Tout le chemin du retour, mon cœur battait à tout rompre. Qui diable était-il? Un harceleur, un pervers ou pire encore? Puis je me suis souvenu, mes parents sont sortis de prison il y a 3 ans. À l'époque, je n'y avais pas beaucoup pensé. Ils n'avaient jamais essayé de me contacter. Je pensais qu'ils m'avaient oublié, mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Après avoir échappé à ma famille, j'ai été extrêmement prudente pour protéger mon identité. J'ai changé de nom de famille dès que j'ai eu 18 ans. J'ai déménagé à l'autre bout du pays, coupé tous les liens, jamais utilisé les réseaux sociaux, jamais posté de photos et jamais laissé de traces de l'endroit où je vivais. Mais j'ai fait une erreur, j'ai laissé mon ordonnance restrictive expirer. À l'époque, je pensais que ce n'était pas important. Des années s'étaient écoulées depuis ma fuite. Mes parents étaient en prison, mes frères et sœurs n'avaient jamais essayé de me contacter, et je n'avais aucune raison de croire qu'ils viendraient un jour me chercher. Alors, quand l'ordonnance a expiré, je n'ai pas pris la peine de la renouveler. Aujourd'hui, je regrette cette décision plus que tout. Le matin suivant l'incident, je suis allé directement au commissariat. J'ai raconté l'histoire de l'homme qui me prenait en photo, mon passé, et expliqué que je soupçonnais ma famille maltraitante de m'avoir retrouvé. J'ai demandé si je pouvais renouveler mon ordonnance restrictive. Ils ont dit non, parce qu'il n'y avait pas de menace directe, pas de contact et aucune preuve que ma famille était derrière tout ça. Il n'y avait pas assez d'éléments pour justifier une protection légale. J'étais sous le choc. J'ai tout raconté, et ils n'ont rien fait. L'officier était compatissant, mais selon lui, il n'avait pas les moyens d'agir. Sans preuve claire que j'étais en danger immédiat, il ne pouvait pas me donner une nouvelle ordonnance. Je suis sortie du poste en me sentant impuissante. Si c'était vraiment ma famille, je n'avais aucun moyen légal de les tenir à distance. Depuis ce jour, j'ai l'impression d'être épié. C'est peut-être dans ma tête, ou peut-être réel. Mais chaque fois que je sors de chez moi, je sens des yeux posés sur moi. Je regarde toujours par-dessus mon épaule, scrute la foule, cherche des visages familiers. La nuit, je vérifie 2 fois mes serrures, je ferme mes rideaux et je dors avec un couteau sous mon oreiller. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Veulent-ils se venger? Veulent-ils me ramener dans leur vie? Me tiennent-ils pour responsable de ce qui s'est passé toutes ces années auparavant? Je n'ai aucune réponse. Tout ce que je sais, c'est que j'ai peur. Je suppose que je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas obtenir d'ordonnance restrictive sans preuve. La police n'agira que si quelque chose se produit réellement. Et si c'est vraiment ma famille, je n'ai aucune idée de leurs intentions. Je ne sais même pas comment ils m'ont retrouvé. J'ai tout changé, mon nom, ma localisation, toute mon identité. La seule façon dont ils auraient pu me retrouver, c'est en engageant quelqu'un ou en accédant à un dossier quelconque. Cela fait 15 ans. Pourquoi maintenant? J'aimerais croire que je suis simplement paranoïaque, que ce n'était qu'une coïncidence, que j'imagine des choses. Mais mon instinct me dit le contraire, et après tout ce que j'ai vécu, je sais qu'il ne faut pas l'ignorer. J'envisage de déménager, de changer encore de nom, de tout laisser derrière moi comme je l'ai fait à 18 ans. Mais c'est radical. J'ai une vie maintenant, un travail, des amis, une stabilité. Je ne veux pas tout jeter à cause d'un simple soupçon. Mais si je reste, peut-être que je marche droit dans le danger. Alors, Reddit, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je suis juste paranoïaque ou est-ce le début de quelque chose de pire? Eddie, j'ai tellement parlé de nourriture parce que c'était la chose la plus précieuse de ma vie. C'était un privilège. Désolé si cela a semblé désespéré. Mise à jour 1. Salut tout le monde, je sais que cela fait longtemps depuis mon post original et je suis désolé pour le retard. Beaucoup de choses se sont passées, et quand on est occupé par la vraie vie, les réseaux sociaux passent au second plan. Mais je voulais revenir pour vous remercier. Vos conseils, votre soutien et vos avertissements m'ont sauvé. J'ai pris vos suggestions très au sérieux. J'ai installé des caméras, changé les serrures et je suis resté sur mes gardes. Et il s'avère que j'avais raison d'être paranoïaque. L'homme qui me prenait en photo avait été envoyé par ma famille. Peu après mon post, il a avoué.
Il est venu frapper à ma porte. C'était un de mes frères cadets. La dernière fois que je l'avais vu, il n'était qu'un gamin, suivant mes frères aînés pour me harceler comme tout le monde. Maintenant, c'était un adulte devant moi, me disant qu'il voulait parler. Je ne l'ai pas laissé entrer, mais j'ai écouté, parce que j'avais besoin de savoir pourquoi. Il m'a dit qu'il avait passé des années à me chercher. Qu'il était trop jeune à l'époque pour comprendre ce qui se passait. À sa décharge, c'est vrai. Il n'était qu'un petit enfant. Mais l'entendre maintenant, parler comme si nous étions des frères et sœurs perdus de vue qui tentaient de se retrouver, m'a écœuré. Puis est venue la véritable raison de sa visite. Il m'a dit que nos parents voulaient se réconcilier, qu'ils avaient changé, que notre père voulait s'excuser et qu'ils voulaient tous redevenir une famille. J'ai senti mon corps s'engourdir. Puis il a ajouté, « Viens avec moi, je t'emmènerai les voir, ils t'attendent. » Il avait l'air d'un fou. Bien qu'il semblait convaincu de faire quelque chose de bien. Il ne mentait pas pour me manipuler, il croyait vraiment ce qu'il disait. Il parlait de nos parents comme s'ils étaient des gens normaux et aimants. Il pensait vraiment qu'après 15 ans, il pouvait me tendre les bras et que je m'y précipiterais sans poser de questions. Je ne pouvais plus respirer, j'avais l'impression d'étouffer. Et puis j'ai explosé. Je ne me souviens pas de tout ce que j'ai dit, mais je sais que j'ai crié. J'ai hurlé tout ce qu'il m'avait fait, les coups, la faim, le sous-sol, la façon dont il me traitait comme une erreur. Je lui ai parlé des cicatrices que j'ai encore sur mon corps et des cauchemars dans ma tête à cause d'eux. Il restait là, comme si ce n'était pas réel, comme si j'exagérais. C'est là que j'ai compris qu'il ne comprendrait jamais. Je l'ai poussé et je lui ai dit de partir. Il a résisté, répétant que je dramatisais et que je devais me calmer. C'est à ce moment-là que j'ai pris mon téléphone et que je lui ai dit que j'enregistrais tout, et que s'il ne partait pas sur le champ, j'irais directement à la police pour ruiner sa vie. Ça a marché. Il a finalement reculé, me regardant comme si j'étais le problème, comme si j'étais l'irrationnel. Puis il est parti, et moi aussi. Je n'ai pas passé une seule nuit de plus dans cet appartement. J'ai fait mes bagages, appelé mon propriétaire et lui ai dit que je devais rompre le bail immédiatement. Et que Dieu le bénisse, il a compris. Il m'a laissé partir sans pénalité, sans problème. Il m'a même aidé à charger mes affaires dans la voiture. J'ai séjourné quelque temps à l'hôtel, puis j'ai trouvé un nouveau logement. Ça a été dur financièrement. J'ai dû emprunter de l'argent à des collègues juste pour payer la caution, mais maintenant je suis en sécurité. C'est ce qui compte. Et cette fois, j'ai obtenu l'ordonnance restrictive. J'ai remis à la police la vidéo de mon frère à ma porte, tout ce que j'avais, et j'ai fait en sorte que mon nom soit de nouveau protégé légalement. Désormais, ils ne peuvent plus m'approcher. J'ai écouté mon instinct, et j'avais raison. Si j'avais ignoré les signes, si j'avais laissé mon frère entrer, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Peut-être qu'ils auraient essayé de me culpabiliser pour que je reste. Peut-être pire. Je ne sais pas ce que ma famille fera maintenant, et je m'en fiche. S'ils tentent quoi que ce soit d'autre, je suis prête. Je n'ai plus peur. Ce que je ne comprends pas, c'est, pourquoi maintenant? Pourquoi, après toutes ces années, se soucient-ils soudain? Ils ont eu 15 ans pour me contacter et s'excuser, même si cela n'aurait rien effacé. Pourquoi maintenant? Je crois que je n'aurai jamais de réponse, et je n'en ai pas besoin. Tout ce que je sais, c'est que je ne me retournerai jamais. Mise à jour 2. À ceux qui m'ont critiqué pour avoir laissé expirer la première ordonnance restrictive, cette mise à jour est pour vous. 2 de mes frères, l'aîné et celui qui m'avait rendu visite en premier, se sont présentés à mon travail. C'est l'endroit où je me sens le plus en sécurité, car en plus d'avoir du monde autour, j'ai aussi quelques amis sur place, donc ils ne pouvaient rien me faire. Je ne sais pas quelles étaient leurs intentions, car dès que je les ai vus de l'autre côté de la rue, nous avons appelé la police. La première ordonnance restrictive ne concernait que mes parents, car mes frères étaient considérés comme des victimes à l'époque, donc ils n'étaient pas inclus. Cependant, la deuxième a été étendue à tous les membres de ma famille. Malgré cela, lorsque la police est arrivée et leur a demandé leurs papiers en les interrogeant sur ce qu'ils faisaient là, ils n'ont été retenus que quelques heures. Puis ils ont été relâchés avec seulement une petite amende pour violation d'ordonnance restrictive. Oui, c'est tout ce que valait l'ordonnance. Pas de semaines ou de mois de prison, rien. Tout cela parce que mes frères n'avaient pas été reconnus coupables à l'époque et parce que les juridictions ne sont pas les mêmes. Ne me demandez pas pourquoi, je ne comprends pas non plus, mais comme nous vivions autrefois dans un état et que je vis maintenant dans un autre, cela a joué en leur faveur. La bureaucratie dans toute sa splendeur. Pour l'instant, j'essaie de varier mes trajets pour rentrer chez moi et je regarde toujours derrière moi au cas où ils me suivraient. Un collègue a même proposé de me raccompagner après mon service pour s'assurer que je rentre en toute sécurité. Il reste garé à proximité quelques minutes pour vérifier que ma famille ne se pointe pas. Pour répondre à une autre question, au sujet de mon père biologique, non, je n'ai jamais essayé de le retrouver. Il pourrait être l'homme le plus merveilleux du monde, mais j'ai aussi peur qu'il ne le soit pas. J'ai donc préféré garder cette porte fermée plutôt que de l'ouvrir et d'apporter encore plus de problèmes dans ma vie. Mise à jour 3. Sur les conseils de mon avocat, j'ai décidé de ne pas publier pendant longtemps, même si j'avais quelques nouvelles que j'aurais aimé partager. Mais c'était mieux pour nos chances, et cela a payé. Si vous vous souvenez,
mon collègue avait l'habitude de me raccompagner après mon service. Non, nous ne sommes que collègues et amis, en plus, il est le petit ami de l'une de mes amies, qui travaille aussi avec nous. Elle nous accompagne même les jours où nous terminons tous notre service en même temps. Ce jour-là en faisait partie, et ils sont restés 30 minutes après que je sois rentré pour s'assurer que tout allait bien. Apparemment, ils faisaient cela depuis des semaines, et jusque-là, il n'avait pas semblé nécessaire de s'inquiéter. Mais il semblerait que mes parents nous aient suivis ou aient découvert où je vivais. Oui, je sais, nous changions d'itinéraire et nous surveillions pour être sûrs de ne pas être suivis, mais aucun de nous n'est un détective de film des années 80, donc ce n'est pas comme si nous savions vraiment ce que nous faisions. Ils ont peut-être découvert mon adresse autrement. Quoi qu'il en soit, toute ma famille s'est présentée à ma porte, et mes amis ont été les premiers à le remarquer. Ils ont appelé la police et m'ont ensuite prévenu. Ma famille avait apporté des cadeaux ou quelque chose de ce genre à m'offrir, mais la police a tout confisqué. Mes amis ont reconnu mes deux frères de la fois où ils étaient venus sur mon lieu de travail. Ils ont commencé à frapper à la porte et à regarder par les fenêtres. Craignant qu'ils ne fassent quelque chose, comme jeter des objets à la fenêtre pour me blesser, mes amis sont sortis de la voiture pour leur faire face. Ce n'était pas la meilleure idée, mais je leur suis reconnaissante de m'avoir défendu. De toute façon, la police avait déjà été prévenue et n'était qu'à quelques minutes. Mes amis ont commencé à interagir avec ma famille et à leur dire de partir pendant que j'observais tout depuis l'intérieur. Les choses ont vite dégénéré, et mes frères ont commencé à attaquer mes amis. C'est à ce moment-là que je suis sorti, même si j'étais terrifié, car je ne suis plus une enfant et je n'allais pas laisser mes amis se faire blesser. Mais ils étaient plus nombreux et ont fini par nous agresser tous les trois. Pas aussi violemment que la première fois, peut-être parce que la police est arrivée peu après, mais suffisamment pour que les autorités prennent enfin mon affaire au sérieux. Non seulement ils ont été inculpés au pénal, l'affaire étant portée devant un tribunal fédéral en raison de leurs antécédents, mais mon avocat et moi avons aussi décidé de les poursuivre au civil. Même mes amis ont déposé une plainte collective pour agression. C'est pourquoi je n'avais rien posté ici depuis tout ce temps, parce que cela aurait pu compromettre mes chances de gagner, selon mon avocat. Aurais-je pu dire quelque chose ici qui aurait nui à mon dossier? Peut-être pas, mais je ne voulais pas prendre ce risque. Je voulais voir mes parents derrière les barreaux et payer pour ce qu'ils avaient fait. Les procès ont été longs, éprouvants moralement et physiquement. Mais voici ce que nous avons obtenu. Je dis que, nous, avons gagné les deux procès parce que, tant l'indemnisation financière que les peines infligées à mes parents et mes frères, tout cela a été une victoire pour moi. Plus qu'une victoire, cela m'a donné une véritable chance de tourner la page. Au total, mes parents et mes frères ont été condamnés à verser 75 000 $ à mes amis et à moi. Ma part s'élève à environ 65 000 $, ce qui est énorme pour moi. Peut-être que ce n'est pas grand-chose pour certaines personnes, mais pour moi, avec un emploi ordinaire, c'est incroyable. Je compte partager une partie de cette somme avec mes amis, comme remerciement pour m'avoir protégé comme ils l'ont fait. Quant aux peines de prison, mon père et ma mère, en raison de leur récidive et du fait qu'ils étaient encore en probation, ont été condamnés à 20 ans de prison. Ils purgent cette peine depuis le jour de leur arrestation. Non, ils n'ont pas été condamnés ce jour-là, mais ils ont été placés en détention et la libération sous caution leur a été refusée. Au tribunal, ils ont affirmé qu'ils voulaient seulement réparer la relation, mais la violence racontait une autre histoire. Je suis donc heureuse qu'ils passent plus de la moitié de leur vie derrière les barreaux, si l'on compte les deux condamnations. Mes frères ont également été condamnés, de 5 à 12 ans selon leur degré d'implication. Pas seulement pour ce qui s'est passé ce jour-là, mais aussi pour le harcèlement. Certains de mes frères avaient déjà d'autres infractions sans rapport. Je sais que nous devrons peut-être revivre cela dans quelques années, car déménager seul ne réglera pas le problème avec mes parents. Mais mon avocat a le pouvoir de renouveler les ordonnances restrictives avant leur expiration, sans que j'aie besoin de le lui rappeler. J'ai encore un calendrier avec des rappels programmés pour les 50 prochaines années. Je doute que mes parents vivent aussi longtemps, mais je veux être prête. Si l'un de mes frères sort et enfreint les ordonnances, il pourrait retourner en prison pour encore plus longtemps. Et maintenant que les ordonnances s'appliquent à toute ma famille, elles sont enfin utiles. Surtout si je reste ici au lieu de déménager encore. Pour moi, c'est une fin heureuse.